Ce podcast vous est présenté par le Cannes Football Club. Mike Miller Music. Un podcast du Cannes FC entièrement dédié à l'Olympique de Marseille. Bienvenue à Un Phocéen à Montréal. Réalisé par un Montréalais au sang bleu et blanc. Suivez-nous sur le compte Twitter @OM à Montréal. Sans plus tarder, votre animateur, Adi Raphaël. Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode d'Un Phocéen à Montréal en collaboration avec le Cannes FC. Aujourd'hui, comme d'habitude, on revient sur l'actualité du soccer de l'Olympique de Marseille, donc du football de l'Olympique de Marseille. On repasse en revue les matchs et puis on parle de deux sujets un peu plus approfondis. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Jérémy Trudel. Jérémy Trudel qui fait partie aussi de la grande famille du Cannes FC et qui a un podcast avec Louane Schlicht du Les 90 qui parle juste de la Ligue 1. Salut Jérémy, ça va bien aujourd'hui? Salut, ça va super bien. Mais écoute, je suis bien content que tu m'as invité. Puis j'ai bien hâte de faire ce podcast-là avec toi pour parler d'une équipe qui va particulièrement bien ces temps-ci. Exactement, ils vont bien. On va revenir là-dessus. Parle-nous un peu de toi, Jérémy, comme on a parlé, j'ai déjà parlé du podcast Les 90, mais sinon, quelle est déjà ta relation avec le foot et le soccer et quelle est ta relation aussi avec l'Olympique de Marseille? Ben écoute, pour faire ça rapidement, je suis un fan de foot assez universel. Je peux enchaîner dans la même journée de la PLSQ, l'Impact, la Ligue 1, le FC Barcelone, etc. Mes clubs de cœur, ce serait l'Impact, évidemment, de Montréal et le FC Barcelone. Et je dois avouer avoir quand même une petite faiblesse pour Paris au niveau de la Ligue 1. Exactement, donc vous avez bien compris, j'ai amené l'ennemi au podcast à Montréal, mais en fait c'est fait parce que c'est sûr, on a eu le classique qui s'est joué la semaine passée, donc aujourd'hui on est le 21 mars, puis dimanche passé, donc il y a eu le classique avec Marseille qui s'est déplacé à Paris ce dimanche le 17 mars, donc on va surtout parler de ça et je me suis dit pourquoi pas contacter Jérémy qui a un petit faible pour le Paris Saint-Germain, mais par contre, il suit la Ligue 1, donc il suit l'Olympique de Marseille. Je vous conseille d'écouter les 90 où il parle de toutes les équipes de Ligue 1, donc c'est quand même assez intéressant de voir tout ça. Donc, on va commencer comme d'habitude avec notre premier segment. Notre premier segment qui est comme d'habitude, on parle de l'actualité du club marseillais. Donc, on va revenir depuis le dernier podcast sur les matchs qui se sont joués par l'OM. Donc, si jamais on regarde les matchs joués par l'OM depuis le dernier podcast, on avait en tout premier la réception de Nice, où l'OM avait remporté la victoire, une courte victoire 1-0 contre Nice, sur un but de Mario Balotelli, encore un but de Mario Balotelli, sur une belle passe décisive de Lucas Ocampos, un centre et une belle tête de Mario Balotelli. Je sais pas si tu as eu la chance de voir ce match-là, Jérémy, ou est-ce que, je sais pas, c'est sûr que tu as au moins vu les highlights passer. J'ai eu la chance de pogner la deuxième mi-temps. C'est quand même une très belle mi-temps que j'ai pu observer de l'Olympique de Marseille. Ils ont réussi à faire ce qu'ils n'arrivaient pas à faire au début de la saison, c'est-à-dire remporter ce genre de match-là, où ils n'ont pas été franchement dominants. On ne pourrait pas dire que l'Olympique a mérité sa victoire et que ça aurait pu finir 4-0 avec plus de réalisme. Je pense que l'Olympique de Marseille a eu de la réussite. Mario Balotelli a marqué un super but, donc une tête très bien décroisée depuis le centre de la boîte. Même si, je dois avouer que j'ai eu un certain temps d'arrêt sur la performance de Benitez qui, pour moi, est un peu faible sur ce but-là. Mais ouais, comme je dis, Marseille a réussi à gagner un match qu'ils n'ont pas dominé et c'est ce qui a fait la différence depuis le début de la saison. Marseille perdait ces matchs-là, alors que là, ils ont réussi à l'emporter avec une présence autant physique que mentale de Mario Balotelli qui a été évidemment crucial, mais aussi le schéma tactique qui est rendu le classique avec Lopez sans son milieu, Germain associé à Balotelli. Je pense que c'était important pour le mental du groupe d'aller chercher ce match-là.
Exactement, et puis il faut pas oublier que c'était quand même un derby face à Nice. C'est quand même un match qui a une importance particulière, surtout pour les supporters niçois, pour les Marseillais aussi, mais les supporters niçois, c'est pour avoir été à Nice, je peux vous dire que le match contre Marseille est vraiment attendu d'habitude. J'ai bien aimé. En fait, ce que j'ai le plus aimé durant ce match-là, c'est vraiment la défense. La défense, Boubacar Kamara, Tchaleta Tsar, Hiroki Sakai en tant que latéral gauche et Bounassar en tant que latéral droit, parce qu'on s'entend que Jordan Amavi était suspendu. C'est vraiment eux qui m'ont plu. Maxime Lopez a été encore une fois extraordinaire. Lucas Ocampos, comme d'habitude, bon, il donne la passe décisive, mais très besogneux, la grinta habituelle, après avec quelques petits défauts techniques à la fin. Florian Thauvin, par contre, était assez décevant dans ce match-là. J'ai pas trop aimé. Balotelli, bon, il a fait du Balotelli tout craché. Il a bien pesé sur la défense, puis un but avec, comme tu l'as dit, une tête décroisée quand même assez intéressante. Je pense que Benitez était vraiment pas sur ses appuis, comme tu l'as dit. Oui, il est pas exempt de tout reproche. Du côté de Nice, bon, Alain Saint-Maximin a fait quand même un peu de mal à l'Olympique de Marseille, mais il a été bien quand même bien contenu, que ce soit d'habitude c'était Sarr la plupart du temps sur lui, puis Camara l'aidait, hein, même que Camara s'est pris un carton jaune sur une des actions en fait. Donc non, c'était un bon match. Finalement, tout ce qu'on voulait, c'était la victoire. Et finalement, l'Olympique de Marseille a remporté cette victoire. Et puis, je pense que c'était une bonne chose. Une domination, vraiment, possession de balle à 56% à peu près. Plusieurs tirs cadrés, 12 tirs, 6 tirs cadrés. C'était quand même pas mal, tandis que Nice a eu un seul tir cadré tout le match. Donc, je pense, oui, comme tu l'as dit, c'était pas le grand Olympique de Marseille, c'était pas supposé finir sur un 6-0, mais écoute, tu l'as bien dit au début du match, au début de l'année, pardon, au début de la saison, l'Olympique de Marseille avait du mal à remporter ces matchs-là, puis là, ils ont réussi, donc je pense que c'était de très bon augure avant le match suivant et le match qui est le classique, le match qui est suivi par la plupart des Français. Je pense qu'il y a eu une audience quand même assez extraordinaire pour ce match-là. Même si on en avait parlé lors du dernier épisode, on l'a même appelé, Dean, mon invité l'a appelé Nostalgico parce que je l'avais dit, à un bon 99%, on allait le perdre. On allait le perdre à 99%, on le savait, c'est devenu connu ça. Mais toi, est-ce que du côté, bon, c'est sûr que tu suis un peu plus Paris, est-ce que du côté parisien, est-ce qu'ils s'attendaient à une victoire facile? Du côté de Paris, honnêtement, il faut dire que l'ambiance est particulièrement critique depuis l'échec absolument honteux face à Manchester United au match retour des huitièmes de finale de Champions League. Et à cause de ça, on dirait que Paris est beaucoup plus fébrile. Et plusieurs ont évoqué que pour les Parisiens, ce match-là était la façon un peu de se faire pardonner leur élimination en jouant contre leurs grands rivaux. Oui, les Parisiens avaient absolument besoin de cette victoire-là parce qu'une défaite au classique, après 11 ans ou 7 ans de réussite face à l'Olympique de Marseille, ça aurait été absolument dévastateur dans l'entourage du PSG. Ils ont gagné en jouant un plutôt bon match, même sans être exceptionnel. Mais je pense que l'Olympique de Marseille n'a pas non plus démérité dans ce match-là, puis a tout simplement perdu à la différence de talent brut. Oui, effectivement. Et on va revenir sur ce match-là, en fait, en détail. Donc, parfait. C'est sûr que Paris, moi, j'ai vu un peu sur les réseaux sociaux, puis la plupart des supporters, après la 75e remontada, la plupart des supporters parisiens disaient qu'il faut exploser Marseille, un 4-5-0, moins que ça, on sera pas content, et ainsi de suite. Finalement, ça a été un peu plus compliqué que ça. Revenons sur ce match-là. Je suppose que tu l'as vu, Jérémy, j'en doute pas. Donc, qu'est-ce que tu as pensé du match si on le décortique un peu? Ça a été un match compliqué, comme tu l'as dit, là, notamment, je vais juste rapidement, pour ceux qui n'ont pas vu le match, c'est Kylian Mbappé qui ouvre le score à la 45e minute de jeu.
Donc, sur une passe décisive d'Angel Di Maria sur une contre-attaque parisienne. Ensuite, au retour des vestiaires, 46e minute, c'est Valère Germain qui nivelle la marque et qui climatise le Parc des Princes, qui s'attendait à tout sauf à une égalisation de Valère Germain dans la première minute de jeu de la seconde mi-temps. Puis, Angel Di Maria sur une passe de Thilo Kehrer qui va marquer un beau but à la 55e minute. Steve Mandanda, il va d'une crampe au cerveau inacceptable pour un gardien qui est champion du monde à la 62e minute et se fait expulser donc pour avoir touché de la main un tir. C'était, je crois, de Di Maria hors de la surface. Donc, expulsion pour Steve Mandanda. Et puis, à la 66e minute, un coup franc absolument sublime de Di Maria qui vient faire 3-1 donc, pour les Parisiens. Et même à la fin du match, Kylian Mbappé est allé chercher un penalty qui a tenté de convertir lui-même, mais qui a été arrêté par Pelé. Oui, exactement. J'aimerais juste mentionner que le but sur coup franc de Di Maria, c'était pas un tir, mais c'était plus une échappée. Di Maria se lançait face au but. La passe était un peu longue. Mandanda est sorti et a voulu arrêter du corps ou bien de la main, en dehors de sa surface ou bien des jambes. Puis finalement, son réflexe de gardien où il touche de la main, donc expulsion assez logique de Steve Mandanda. Mais oui, je voulais juste préciser ça. Donc pour toi, est-ce que c'était une victoire assez simple pour Paris Saint-Germain, ou est-ce que tu penses qu'ils ont vraiment dû aller chercher cette victoire-là, un peu vraiment aller au bout pour pouvoir avoir cette victoire-là? Ils ont dû travailler extrêmement fort, notamment déjà dans la 31e et 36e minute, la sortie d'Alves et Meunier, donc remplacés respectivement par Dagba et Kehrer, désolidifie énormément le milieu parisien et la défense qui sont déjà pas hyper solides dans ce début de match en tout cas. On pensait le break fait avec Mbappé à la mi-temps et que ça déroulerait en seconde. Mais le but de Germain vraiment a frappé les Parisiens et ça a été dur pour eux avant le coup de génie de Di Maria sur son deuxième but. C'était difficile pour Paris, puis on a senti qu'ils ont dû mettre l'épaule à la roue, qu'ils ont dû s'acharner pour battre un Olympique de Marseille qui avait vraiment un coup à jouer dans ce match-là. Même si c'est dommage que Balotelli n'était pas à 100%, j'aurais bien aimé le voir au sommet de sa forme. Mais ouais, ils ont dû charbonner, comme on dit, pour aller chercher cette victoire-là. Et je pense que Marseille n'a pas à avoir honte de sa performance, même si, je pense que c'est un peu triste que Marseille doive se satisfaire, entre guillemets, d'un 3-1 au Parc. Ça devrait être jamais satisfaisant dans le cadre d'un classique. Mais au niveau où la différence entre les deux équipes est si grande, pas le choix de se dire qu'au moins dans la performance, c'est plus crédible que l'an passé où ils se sont pris 6-0 en 2 matchs au Parc en dedans de la même semaine. Oui, effectivement. Et je dis la différence est si énorme. Je pensais que cette fois-ci, elle n'était pas si énorme que ça. Je pense que la différence s'est faite, selon moi, la grosse différence s'est faite au manque de, je vais dire, professionnalisme de l'Olympique de Marseille dans le temps additionnel de la première mi-temps, où en fait, je pense que les joueurs étaient satisfaits comme quoi ils rentraient au vestiaire avec un match nul. Puis Mbappé, sur une passe lumineuse de Di Maria, va crucifier Steve Mandanda. Je pense que ça a fait très mal. Par contre, en première mi-temps, j'ai pas trouvé... c'est sûr que le pari était complètement déréglé avec les deux changements, les deux blessures de Dani Alves et Thomas Meunier, mais j'ai pas trouvé l'Olympique de Marseille inférieur au Paris Saint-Germain, même que j'ai senti que l'Olympique de Marseille était bien plus en place que le Paris Saint-Germain. Et après, c'était le talent de Mbappé et de Di Maria, qui sont les deux hommes du match, de ce match-là, qui a fait la différence à ce moment-là. Après, je pense que l'égalisation de Valère Germain est vraiment logique sur l'ensemble de la première mi-temps et il a marqué à la première minute de la deuxième, donc c'était vraiment mérité. Mais après, ça a été le talent individuel. Je pense que Di Maria, une fois par année, il te sort un match comme ça, puis cette fois-ci, c'était contre l'Olympique de Marseille. Il a été extraordinairement bon, même si sur le deuxième but, je pense que c'est une énorme erreur de Steve Mandanda aussi. Parce que Di Maria tire dans un angle quand même supposé être fermé.
Comme d'habitude, Mandanda, je ne sais pas pourquoi, il se jette sur son cul au lieu de rester sur ses appuis et d'attendre. Surtout quand il a un angle fermé. Je comprends que quand c'est une échappée, bon, tu dois faire quelque chose, tu dois te jeter, tu dois tenter quelque chose quand tu as un contre un, mais arriver quand Di Maria est sur un angle fermé, qui se jette sur son cul avant même que Di Maria tire, je trouve qu'il a vraiment mal paru parce que c'était vraiment un angle fermé. C'est pas supposé rentrer. Ce but-là est pas supposé être au fond des filets. Ça, pour moi, c'est une énorme erreur de Steve Mandanda. Puis après, comme tu l'as dit, une crampe au cerveau où il a pensé qu'il voulait éviter le 1 contre 1, puis il est sorti en dehors de la surface. Erreur de jugement. Puis après, Di Maria qui marque un coup franc venu de nulle part à plus de, je pense, 30 à 35 mètres du but. Super loin du but, en pleine lucarne. Yoann Pelé ne pouvait vraiment rien faire sur ce corner. Sur ce coup franc, pardon. Donc, je pense que sur l'ensemble du match, je pense pas que je pense qu'effectivement, c'est le talent de Di Maria qui a tout fait, en fait. Même Mbappé, à la fin, je pense que Mbappé a pas fait un très bon match. Même le penalty qu'il a eu, il s'est obstiné à le prendre. Moi, je vois pas pourquoi il a pas donné à Di Maria pour son hat-trick. Il s'est obstiné à le prendre, puis je pense qu'il était... je pense qu'il il y a eu une discussion entre Di Maria et Mbappé pour voir qui allait le tirer, puis à la fin, je pense que Mbappé a fait sa tête de mule, puis il a tiré le penalty, puis je pense que ça a joué dans sa tête au moment de tirer le penalty. Mais bon, un 3-1, est-ce qu'on est satisfait? Vraiment pas. Pas du tout satisfait. On en a marre de perdre contre le Paris Saint-Germain. Je pense par contre que le niveau se rapproche. Enfin, Garcia fait confiance aux jeunes. Même moi, j'avais peur qu'ils chamboulent tout pour le Classico, qu'ils mettent ses vétérans sur le terrain. Mais non, il a fait confiance aux 11 départs qui a si bien fait dans les dernières semaines. Et je trouve que c'est déjà bien. Quand ces jeunes-là vont commencer à prendre l'expérience, je pense que sur un match ou deux, sur une mésentente, on pourra, je pense, à ce moment-là, battre le Paris Saint-Germain dans les années futures si jamais on ne change pas tout. Je ne sais pas ce que toi, tu en penses, Jérémy. Ben écoute, c'est vrai que la performance de l'OM est tout à fait encourageante, puis je suis d'accord avec toi qu'ils ont une belle jeunesse, sauf que faut pas oublier pour moi qu'il y a eu beaucoup de circonstances qui étaient bénéfiques à l'OM. L'état de faiblesse mentale des Parisiens dû à la remontada, oui, même moi, je chambre Paris, je dis remontada, on va l'apprendre en toutes les langues, ça va être en roumain en 8e de finale l'année prochaine, mais ça sera pas comme ça pendant l'éternité. On ajoute à ça l'absence de Cavani, l'absence de Neymar, les 2 blessures, avec tout le respect que j'ai pour Colin Dagba et Thilo Kehrer, qui sont nuls. Ben, pas nuls, hein, ils jouent pour le Paris Saint-Germain quand même, mais c'est pas des joueurs A+, des joueurs de titulaires au Paris Saint-Germain. Sauf Kehrer, mais bon, ça c'est un autre débat. Lui j'ai vraiment encore la haine après lui pour la remontée de Manchester United. Et c'est de voir que même avec toutes ces circonstances atténuantes-là qui diminuaient la force du Paris Saint-Germain, ben Di Maria a connu un match exceptionnel et ça l'a tué l'Olympique de Marseille. Et je dis, est-ce qu'il va falloir qu'il y ait encore des circonstances aussi atténuantes et un mauvais match de Di Maria et un mauvais match de Mbappé pour que Paris ne réussisse pas à the end à battre l'Olympique de Marseille? Oui, sur le jeu, ça se rapproche, mais je pense que c'est pas encore... c'est pas pour l'année prochaine, je crois. Tu as vu, moi, je pense qu'on se rapproche. Je pense que, comme j'ai dit, sur une mésentente, l'année prochaine, on pourrait gagner ce match-là. Je comprends que Paris n'était pas dans les meilleures dispositions, et je suis complètement d'accord avec toi. Par contre, pense-y, Balotelli était incertain aussi, qui est notre arme fatale, celui qui marque le 3/4 des buts de l'Olympique de Marseille depuis qu'il est arrivé. La défense centrale est encore très jeune. Le milieu de terrain est encore très jeune. Et je pense que Valère Germain aussi avait pas complètement repris confiance. Là, il a marqué, donc ça l'a aidé. Je pense que aussi l'OM n'était pas, même s'ils étaient sur une bonne série, n'avaient pas encore l'expérience du très haut niveau qu'ils auront, je pense, l'année prochaine, après avoir joué
des matchs comme ça, et avec le sprint final maintenant qui va se jouer, où c'est sûr l'OM va devoir se déplacer à Bordeaux, on en parlera plus tard, mais se déplacer à Bordeaux, recevoir l'Olympique Lyonnais pour essayer de se batailler pour la 3e place, même si ça va être assez difficile. Je pense que cette expérience-là va beaucoup aider ces jeunes-là pour l'année prochaine. Après, c'est sûr, je dis pas, c'est sûr qu'ils vont remporter un match et c'est passé à rien ou quoi que ce soit, mais je trouve, même si dans les années passées, il y a eu certains matchs de l'Olympique de Marseille contre le Paris Saint-Germain où l'Olympique de Marseille avait même à un moment dominé la rencontre puis perdait sur des contre-attaques. Je pense que cette fois-ci, on a vu que point de vue niveau, c'était pas juste des joueurs qui mouillaient le maillot et c'est leur envie qui a fait qu'ils ont fait un beau match. Je pense que point de vue au niveau de talent, il manquait juste l'expérience. Et on voit, c'est qui a marqué, c'est qui a été l'homme du match, c'est Di Maria. Di Maria qui a 29 ans, qui joue au haut niveau depuis des années et des années. Il joue au Real, au Manchester United. Et je pense que c'est ça qui a fait la différence. Mbappé, même s'il est super jeune, il a gagné la Coupe du Monde. Il a été un des artisans de la Coupe du Monde. C'est un des meilleurs, c'est le meilleur jeune joueur au monde maintenant. Donc, je pense qu'arriver à là, une saison de plus dans les jambes, l'Olympique de Marseille peut espérer, comme j'ai dit, sur une mésentente, peut-être remporter un classique l'année prochaine. Après, c'est pas donné. Ce sera pas facile, mais j'ai un peu plus d'espoir que dans les années précédentes, il faut dire. Ouais, mais écoute, ton argumentaire est séduisant, même en tant que fan de Paris. Je trouve que tu as vraiment un bon point et que si les jeunes continuent à progresser, continuent à gagner en confiance, je suis d'accord que sur une mésentente, ça pourrait marcher si et seulement si Steve Mandanda n'est pas dans les buts. Tant que Mandanda sera dans les buts pour l'Olympique de Marseille, ils n'ont aucune chance de battre le Paris Saint-Germain. Ça, pour moi, c'est un fait avéré. Ce gars-là, il est rendu à 78 erreurs, il échappe des tirs faibles contre Bordeaux. Tu le mets face à Di Maria, Mbappé, c'est sûr qu'il va prendre des buts casques, des buts stupides, il va prendre des cartons rouges idiots, etc., etc. Ouais, j'avoue que Steve Mandanda, je l'ai assez critiqué dans mes podcasts précédents. Pour moi, je dis pas qu'il est fini parce que oui, il a 33 ans, mais un gardien de but à 33 ans, c'est pas très vieux. Sauf que je pense qu'il est juste blasé, qu'il est plus aussi affûté qu'avant. Avant, on attendait, on l'appelait il phénoménal. Je veux pas critiquer ce que Steve Mandanda a fait à l'Olympique de Marseille. Il a été extraordinaire durant toutes ces années à l'Olympique de Marseille. Sauf qu'arrivé là, je sais pas ce qu'il lui faut, mais il est vraiment dans les bas-fonds, point de vue performance, dans les bas-fonds de ce qu'il est capable de faire. C'est pas normal. Un gardien international français avec plus, j'ai pas son nombre de caps, mais de son nombre de sélections avec l'équipe de France, mais il en a plusieurs. Champion du monde se retrouve à ce niveau-là. Comme je l'ai dit, moi, le 3e but, je peux encore pardonner parce que tu sors, un réflexe, ça arrive, tu touches le ballon de la main. C'est arrivé à Neuer, c'est arrivé à Casillas, c'est arrivé au meilleur gardien dans le monde. Sauf que moi, c'est sur le 2e but que je lui en veux beaucoup. Je trouve que c'est une erreur, mais de base, mais vraiment de base. Et ce n'est pas normal qu'un gardien, le gardien de l'Olympique de Marseille soit là. Après, est-ce qu'il peut encore tourner tout ça à son avantage et retrouver sa forme? Oui, c'est possible. Mais depuis le début de la saison, je ne le vois pas décisif du tout sur aucun match. N'oublions pas aussi que Steve Mandanda, je ne pense pas que tu l'as vu, tu as dit que, je ne sais pas si tu as vu tout le match, mais il a fait un contrôle qui a failli rentrer au fond de ses filets aussi. Et les supporters parisiens l'ont bien chambré après coup. Donc, je pense que Steve Mandanda, merci pour tout ce que tu as fait pour nous, mais je pense qu'il est temps que tu passes la main, ou bien il faut que tu te remettes vraiment en question, que tu ailles faire une cure, ou je sais pas ce que tu dois faire, mais tu dois retrouver ton niveau parce que tu es très loin de ton niveau, mais très, 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 très loin. Ce qui me dérange aussi, en parlant des gardiens, c'est que le 2e gardien, Yohan Pelé, est un bon 2e gardien, mais on n'a pas de relève. Il n'y a personne pour prendre la relève de Steve Mandanda, et ça, c'est encore plus dérangeant d'après moi. Ouais, c'est vrai que gardien de but, c'est un poste qui est assez particulier, puis c'est compliqué de remplacer un gardien partant, là, surtout de la trempe de Mandanda, même s'il est moins bon dans les dernières années, ça reste
un icône à Marseille, puis un très, très, très bon gardien à une époque. Mais écoute, je vais changer un peu de sujet. Je ne sais pas si tu avais prévu d'en parler plus tard dans l'émission, mais je ne sais pas si tu as, j'imagine que tu as vu, à sa sortie, Mario Balotelli a pointé l'étoile donc sur le maillot de Marseille, symbole de la Ligue des Champions de 1993. Écoute, pour chambrer évidemment les fans du Paris Saint-Germain, Ouais. j'ai un peu de la difficulté avec ça. Balotelli, est-ce qu'il peut nommer 2 joueurs qui étaient là de l'édition 1993 qui a gagné cette Ligue des Champions-là? Il est à Marseille depuis 2 mois. Chambrer ton rival sur ton histoire alors que tu es là depuis 2 mois et demi, ça me semble un peu hors propos de sa part. Moi, je pense pas que c'était hors propos. Je pense que si tu regardes dans les dernières années, le Paris Saint-Germain et ses joueurs ont chambré les joueurs, les supporters, se sont donnés à cœur joie de chambrer l'Olympique de Marseille, que ce soit des nouveaux joueurs, des anciens joueurs, qui que ce soit. Ils l'ont fait assez souvent et je pense que Balotelli répondait à ça. Après, c'est un personnage, Mario Balotelli. C'est ce qu'il fait. Hein. Moi, ça m'étonne pas venant de lui. Puis ça fait plaisir aux supporters. Puis c'est quelqu'un qui fait en sorte de maintenir son image sur les médias sociaux avec ses selfies et ses conneries à droite et à gauche. Moi, ça m'étonne pas. Je trouve pas que c'est un manque de respect non plus parce que effectivement. Il y a toujours ça. Est-ce que tu as vu le deuxième but de Mbappé, le but de Mbappé, la célébration de Mbappé est aussi très arrogante aussi. Donc, Mbappé est pas... mais j'ai aucun problème avec le chambrage en tant que tel. C'est pas ça que je dis. Tu sais, par exemple, je sais pas si tu as vu passer l'idée, il voulait montrer une photo de Rashford sur son chandail s'il marquait. Il aurait fait ça, j'aurais eu aucun problème avec ça. Non, c'est plus que bon... Il a même dit comme quoi c'était un mensonge. Donc, il faut pas croire ça. Il a dit que c'était un mensonge et qu'il allait jamais faire ça. Bon, ouais. J'aurais aimé ça qu'il marque juste pour être sûr, mettons, parce que ça aurait été son genre. Mais bref, pour moi, le chambrage, c'est normal dans un classique comme ça. C'est juste que je trouvais que, bon, en tant que Marseillais depuis 2 mois et demi, je trouvais que vanter le mérite de l'histoire de son club, c'était peut-être un peu rapide. Mais bon, c'est mon avis, puis dans le fond, c'est pas la fin du monde. Je vois d'où tu viens, Jérémy, et puis je comprends ce que tu veux dire, mais d'un autre côté, c'est quand même un match tellement médiatisé que Balotelli, il veut se montrer. Vu qu'il n'a pas pu se montrer dans le jeu, il se montre de cette façon. C'est simple que ça. C'est Balotelli, c'est tout un numéro. Donc maintenant, c'est quoi qui se passe? Il y a la trêve internationale pour la plupart tous les championnats européens. Et ce qui se passe, c'est que l'Olympique de Marseille, avant le prochain podcast, aura un match à domicile contre Angers. Ce sera le match, je pense, à gagner pour l'Olympique de Marseille. J'espère qu'ils se seront remis de cette défaite-là. Qu'est-ce que tu penses de ce match-là contre Angers? Il ne faut pas oublier que Angers, sur son dernier match, a fait, sur ses 3 derniers matchs, a 3 matchs nuls de suite. Donc, un match nul contre Monaco qui revient très bien, un match nul à Montpellier qui est quand même en forme, puis un match nul assez décevant contre Amiens. Donc, tu penses quoi de ce match-là? Est-ce que ça ressemble au piège parfait pour l'Olympique de Marseille? C'est un piège, bon, ça c'est évident, mais je pense que Marseille a montré qu'il était capable d'aller chercher le résultat quand ils en ont besoin, notamment avec le match à Nice. Puis je pense quand même que Nice est une meilleure équipe que Angers et d'une bonne marge. Je pense que Marseille vont être capables, ils ont eu du temps pour se remettre des émotions du Classico. Donc en ça, je pense pas que mentalement, ils vont pas être au rendez-vous. Angers est 12e de Ligue 1 en ce moment, donc une équipe quand même de milieu bas de tableau. Et en plus, ils les reçoivent au Vélodrome, Au stade Vélodrome, qui risque d'être assez bouillant comme il a été dans les dernières semaines, malgré la défaite à Paris. Le vibe autour de l'OM reste positif. Et en ça, je pense qu'ils vont pouvoir profiter d'un support
assez bons de la foule et qu'un Balotelli, un Thauvin, on joue contre une équipe de bas de classement, donc Thauvin va faire un bon match. Donc, ouais, je pense qu'ils sont tout à fait capables d'aller chercher cette victoire-là. Et même si, évidemment, c'est un piège, c'est des points que l'OM, à ce stade-ci de la saison, avec la réalité du classement, donc 6 points derrière Lyon, qui sont 3e et qui donnent la place qualificative de Ligue des Champions, ben, Marseille, ils n'ont pas le choix d'aller chercher. Et je pense que mentalement, ils vont réussir à le tenir et à continuer sur la lancée qui reste bonne malgré la défaite au Classique. Ouais, je suis quand même d'accord avec ce que tu viens de dire. Je pense que l'OM pourra à ce moment-là se sortir de ce petit piège. Après, c'est ça. Là, c'est parfait parce que ça va lancer notre prochain débat. Donc, le deuxième segment c'est là où je te pose la question, Jérémy. Est-ce que après ce match perdu face à Paris, face au Paris Saint-Germain, est-ce que tu penses qu'il faut tout chambouler? Est-ce qu'il faut que notre 11 de départ change? Est-ce que tu penses que ramener un peu d'expérience pour remonter le moral des troupes, est-ce que c'est quelque chose d'intéressant? Est-ce que tu penses que Marseille a la bonne formule avec ces joueurs-là? Donc, on s'entend que sur le banc, on a quand même des joueurs de renommée quand même, je dirais, internationale, voire presque mondiale. On parle de Dimitri Payet, qui est pas très bon cette année, mais c'est quand même un joueur qui a été dans la shortlist pour le Ballon d'Or pendant une année, qui a fait quand même une saison extraordinaire l'année passée. On a Luis Gustavo, qui a déjà gagné la Ligue des Champions, qui a été aussi extraordinaire l'année passée. On a Kevin Strootman, qui est la tête d'affiche du mercato d'été de l'Olympique de Marseille, acheté à 25 millions, qui joue à la Roma, qui est même arrivé en demi-finale de la Ligue des Champions l'année passée. On a des joueurs comme ça sur le banc. On a Adil Rami, champion du monde, qui est sur le banc aussi, qui est revenu de blessure. Est-ce que tu penses que c'est maintenant que l'Olympique de Marseille se doit d'utiliser cette expérience-là et un peu chambouler ce 11 de départ-là? Est-ce que tu penses pas juste point de vue joueur et personnel, mais point de vue tactique aussi? Écoute, pour moi, la réponse est non. Il ne faut pas tout changer à l'OM. Le 4-4-2 qui a été mis en place depuis quelques semaines, il fonctionne particulièrement bien. Il joue bien surtout, ce qu'on n'a pas vu l'OM faire depuis le début de la saison. On voit des combinaisons, des courses par exemple, je me rappelle un fait de jeu contre Nice. C'est Balotelli qui décroche en pivot. Thauvin qui fait une course d'attaquant, donc dans le dos de la défense avec Germain, et Bounassar qui double sur le côté. C'est tout con comme séquence de jeu, mais c'est des séquences qu'on ne voyait jamais l'OM faire au début de la saison. Puis, veut pas, le début de saison nous a aussi montré que les Payet, les Strootman, les Rami, les Gustavo, les Radonjic, oui. Radonjic. Lui, ces gars-là n'ont pas réussi à monter la barre quand ils ont besoin, quand il fallait sauver Marseille du naufrage contre Apollon Limassol, contre la Lazio, contre Francfort en Coupe d'Europe. Et même en Ligue 1, ça a été extrêmement compliqué, les faisant traîner dans le bas-fond du classement. Je pense que dans le pire des cas, Marseille est tombé à la 14e place, si je me souviens bien, là, au début du mois de novembre. C'était vraiment une catastrophe. Et ben, les jeunes, ils ont la fougue, ils ont l'envie, ils veulent prouver que c'est eux l'avenir de ce club-là et qu'ils veulent prouver qu'ils méritent du temps de jeu, tout simplement. Et ils ont l'opportunité de le faire et ils vont tout donner pour y arriver. Et pour moi, je pense que cette envie-là de gagner va être supérieure à celle qu'un Payet, qu'un Strootman, qu'un Gustavo va montrer. Ces joueurs-là vont devoir être utilisés avant la fin, c'est sûr. Même si les matchs ne vont pas s'enchaîner à un rythme particulièrement effarant pour l'Olympique de Marseille, il va y avoir des blessures, il va y avoir des matchs 1-1 à la 83e minute où Payet il va rentrer, il va mettre un coup franc, il va mettre un but exceptionnel, ou Strootman pour solidifier le milieu de terrain, Gustavo, même chose. Ces joueurs-là vont avoir besoin d'être utilisés, mais il va falloir qu'ils prouvent qu'ils sont meilleurs que les jeunes. Leur statut a été accordé par défaut au début de la saison. Maintenant, ils l'ont perdu. Il faut qu'ils travaillent pour leur avoir. Il n'y a pas de recette magique pour eux.
Et Adil Rami, tu n'en as pas parlé, mais Adil Rami, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses qu'il a encore, qu'il va avoir des minutes? Parce qu'on s'entend qu'une charnière centrale, ça change pas beaucoup, hein. Non, pour moi, Adil Rami va rester substitué à moins d'une blessure. Malheureusement pour lui, je pense qu'il a fait la saison de trop. Il aurait dû tirer sa révérence après la Coupe du Monde. En termes sportifs, bon, évidemment, quand tu es joueur de foot, tu prends l'année de plus parce que dans le fond, c'est quand même des revenus que tu n'auras jamais autrement. Mais Adil Rami aurait dû tirer sa référence après la Coupe du Monde. Cette année, il n'a pas été bon. Et je pense que Tchalet Takar et Boubacar Kamara méritent de rester en charnière centrale. Et évidemment, comme tu le dis si bien, c'est un poste où on a besoin de beaucoup de continuité. Et c'est pas le moment d'inclure un Adil Rami dont on n'a pas de certitude. C'est pas comme s'il avait été écœurant pendant la première partie de la saison et qu'il s'était malencontreusement blessé. Il a été mauvais sur le début de la saison, donc il n'y a pas de raison de le ramener dans l'alignement partant à ce moment-ci de la saison. D'accord, mais par contre, il ne faut pas oublier que Camara est suspendu pour le prochain match face à Angers. Donc peut-être qu'à ce moment-là, on verra Rami jumelé à Tchalet Tatsar ou bien ce sera Rolando. Mais pour moi, Rolando, c'est lui qui plus... pour moi, je suis pas d'accord que Rami devrait tirer sa révérence. Je pense qu'il devrait quitter l'Olympique de Marseille ou au moins voir son salaire à la baisse. Mais il a juste 33 ans, hein. Pour un défenseur central, c'est pas très vieux. Il a quand même, je pense, deux bonnes années devant lui, 2-3 bonnes années devant lui, sauf que pas en tant que partant dans un club comme l'Olympique de Marseille qui aspire à beaucoup plus que ce qu'ils ont montré cette année. On s'entend que l'Olympique de Marseille veut se retrouver en Ligue des Champions. C'est l'objectif clair du club. C'est sûr qu'il va jouer. Je pense que ce sera lui avec Tchalet Tatsar lors du match contre Angers, vu que Camara est suspendu. Mais je suis d'accord avec toi. À part si jamais il casse tout contre Angers, à ce moment-là, Rudy Garcia va devoir se poser des questions. Mais j'espère qu'on verra Camara, Tchalet Tatsar jusqu'à la fin de la saison. En tout cas, on verra ce qui va se passer de ce point de vue-là. Pour revenir aux autres joueurs, je pense que les autres joueurs, oui, nos joueurs, nos jeunes loups, comme je les avais appelés dans un épisode, nos jeunes loups ont très bien fait, mais il faut quand même faire un peu de rotation pour qu'ils aient pas la grosse tête, pour qu'ils rapprennent avec ces joueurs-là et pour pas fâcher les joueurs de banc. Je pense à des joueurs comme Luis Gustavo qui, le pauvre, on en a parlé lors du dernier podcast, où le pauvre a été exilé en défense centrale en début de l'année parce que nos joueurs n'étaient pas prêts pour jouer à ce poste-là. Et puis maintenant, il se retrouve sur le banc parce que ça a l'air qu'il ne sait plus jouer milieu de terrain, ou bien il pense qu'il joue milieu de terrain offensif alors qu'il est supposé être milieu de terrain défensif. Si jamais il joue à son poste, Luis Gustavo pourrait être quand même très bon. Je pense plus, pas pour le match contre Angers, mais je pense plus pour des déplacements, que ce soit le déplacement à Bordeaux où on n'a pas gagné depuis les années 70. C'est peut-être la série de matchs la plus incompréhensible que j'ai connue dans toute ma vie. Je comprends pas pourquoi l'OM n'a pas pu s'imposer à Bordeaux depuis les années 70. Donc, bref, peut-être qu'à ce moment-là, ce serait intéressant de voir Gustavo. Une chose que j'aimerais, j'aime bien Valère Germain, j'aime bien comment il joue en 4-4-2. J'aimerais bien voir Payet à côté de Balotelli. Je sais pas ce que tu en penses, Jérémy, mais moi, je trouve que ça pourrait faire quand même des étincelles. Payet est capable de bien finir, il a une bonne finition. Payet s'est donné de très belles passes. Même si c'est pas un attaquant, ce serait plus un faux neuf. Exactement ce que Germain est en train de faire. Je pense que Payet peut le faire aussi, mais avec un peu plus de qualité technique. Je sais pas ce que tu en penses, toi, Jérémy. Je pense que sur le papier, tu as raison, c'est une très belle relation qui pourrait se développer. En tant que football, j'ai aucun doute au fait que ça peut marcher. Par contre, ce qui me fait plus peur, c'est d'associer un Balotelli et un Payet au niveau de leur attitude. Payet est un joueur qui a besoin de toucher le ballon régulièrement, qui a des fois tendance à faire le dribble de trop au lieu de faire la passe. Et je pense que malheureusement, ça pourrait créer des flamèches avec Balotelli. Et dans un match en jeu en particulier, on ne veut pas ça.
Valère Germain est un joueur qui sait se mettre au service de son collectif, qui sait se mettre au service de Balotelli, qui va lui donner le ballon. Une situation fictive, 2 contre 1, Payet va tirer, Germain va passer. Et c'est la différence entre les deux. Je suis d'accord qu'à un moment donné, je pense qu'on n'aura pas le choix de l'essayer, que ce soit pour reposer un des deux ou tout simplement, en fin de match, on a besoin d'un but, on sort un Morgan Sanson, ou un Ocampos, on met Payet à la place et ça va ressembler à un genre de monstre à 3 têtes en avant où Payet va vraiment graviter autour de Germain et Balotelli. Je pense que c'est pas du tout une mauvaise idée de les associer, mais ça va être dans un must-win. Dans un match que l'Olympique de Marseille n'aura pas le choix de gagner, ça va être 0-0 à la mi-temps, on va rentrer Payet qui va jouer dans ce rôle. Dans un match qui... genre un déplacement à Bordeaux, je vois pas l'OM jouer comme ça. Pour un match à domicile, peut-être, qui ont besoin de remporter, je serais d'accord. Mais en déplacement ou dans un match, je sais pas, j'ai vraiment peur en fait de l'attitude de Payet. C'est ça qui m'effraie le plus. Ouais, mais il a l'air assez revanchard. En tout cas, je l'ai entendu en entrevue, puis il a l'air assez revanchard. Il a dit, il comprend la décision du coach, mais il va tout faire pour renverser la situation. Donc, moi, j'aimerais bien voir et j'aimerais bien profiter du fait que Payet est revanchard, puis tenter ma chance en début de match sur le 11 titulaire contre Angers. Puis si on voit que ça marche juste pas, à ce moment-là, on peut le remplacer à la 60e minute, faire rentrer Germain. Et je pense pas qu'il y aura trop de problèmes contre Angers. J'ai pas un excès de confiance non plus contre Angers, mais je pense que si jamais il y a un moment où on peut essayer ça, je pense que c'est vraiment contre Angers à domicile. Après, bon, oui, tu as raison. C'est possible que ça fasse des flamèches, mais c'est possible aussi que Payet a enfin un finisseur. On s'entend que Payet, depuis qu'il est à l'Olympique de Marseille, il n'a pas eu d'attaquant qui savait finir. On s'entend que c'est un excellent passeur, Dimitri Payet. L'année passée, il était dans le top 3 des meilleurs en passes clés en Europe. Dans le top 3 avec Messi. Hein. Donc, on parle de passes clés. Ouais, c'est quelque chose quand même d'énorme. Donc, je pense que si jamais maintenant qu'il a quelqu'un qui est capable de mettre le ballon au fond des filets, je pense que c'est quelque chose à tenter. En tout cas, on verra. Il faut voir aussi, il faut que Payet aussi ne s'habitue pas à descendre pour aller ramener les ballons au niveau de Sanson et Lopez ou bien Gustavo, Strootman, n'importe qui sera au milieu de terrain. Mais ça pourrait être quand même intéressant si jamais il joue assez haut. Et je pense que si jamais il arrive à faire en sorte de jouer aussi haut que ce que Germain faisait, je pense que ça va améliorer son jeu aussi. Et il sera vraiment, la plupart du temps, il recevra le ballon dans le dernier tiers, et c'est là où il est dangereux, Dimitri Payet, dans le dernier tiers, que ce soit sur une passe ou sur un tir. Donc bref, c'est quelque chose que j'aimerais bien tenter, moi, de ce point de vue-là. Donc bref, je pense qu'on a bien compris que finalement, notre 11 de départ ne devrait pas changer. Bon, il pourrait y avoir une petite rotation de temps en temps, peut-être tenter Payet ici et là et attendre les suspensions pour faire jouer les autres. Ça va clore notre second segment dans ce podcast-là de l'Olympique de Marseille. Puis on va finir par un segment un peu inédit où vu que c'est la trêve internationale, j'aimerais bien parler un peu des internationaux de l'Olympique de Marseille. Je vais juste faire une petite récapitulation des joueurs qui sont appelés à jouer pour leur pays. On a Steve Mandanda qui est appelé pour les qualifications de l'Euro 2020 avec l'équipe de France. Florian Thauvin, de même. Kevin Strootman qui est appelé avec les Pays-Bas. Radonjic qui est appelé avec l'équipe première de la Serbie. On s'entend que la Serbie, c'est pas une petite équipe. Tchaleta Tsar qui est appelé bien évidemment avec la Croatie. On s'entend que Tchaleta Tsar faisait partie déjà de l'équipe principale finaliste de la Coupe du Monde. Clinton J qui est appelé avec le Cameroun pour le match décisif, le dernier match pour les qualifications de la CAN. Et puis on a chez les jeunes Ali Mohamed qui joue chez les jeunes, qui est appelé avec les Comores. Pour jouer contre la Cameroun, donc il jouera contre Nji si jamais il est sur le terrain. On a Bouba Kamara qui se retrouve avec les U20 français,
Et on a Lopez qui se retrouve avec les espoirs français. Donc, c'est ce qui s'est passé. En date d'aujourd'hui, le 21 mars, on a eu quelques petits matchs joués. On a Strootman, les Pays-Bas, qui ont joué contre la Biélorussie. La victoire des Pays-Bas 4-0. Strootman a juste pas joué. On a Radonjic qui a joué quelques minutes en match amical contre l'Allemagne, où la Serbie a accroché l'Allemagne en Allemagne sur le score de 1-1, qui est quand même un gros score. Tchaleta Tsar a joué en qualification de l'Euro 2020 contre l'Azerbaïdjan à domicile. Il était titulaire, puis il a joué toute la partie. Victoire de la Croatie 2-1, même s'il n'est pas exempt de tout reproche sur le premier but. En tout cas, c'était bon. Juste après, Boubacar Kamara avec les U20, match amical contre l'Argentine, victoire française 1-0. Boubacar était sur le banc. Et Lopez a joué avec les espoirs aussi en Allemagne, match 2-2 pour la France. Lopez a joué les 15 dernières minutes où il a rempli à merveille son rôle de remplaçant ou à tenir le ballon un peu placé devant la défense. Donc, c'est devenu un peu son rôle idoine. Est-ce que tu penses de ces joueurs-là? Je ne sais pas si tu as vu un de ces matchs-là ou moi, je n'en ai pas vu spécialement, mais je ne sais pas si toi, tu en as vu un. J'ai pris le temps de regarder les highlights du match de l'Allemagne parce que, bon, évidemment, c'est une grosse sélection que j'aime bien suivre. Notamment, j'aime bien aussi Jovic de la Serbie, donc le 9 de Francfort, qui est particulièrement bon. Là. Il y a beaucoup et qui nous a fait très jeunes. Mal. Qui nous a fait très mal en Europa League. Ouais, malheureusement, mais qui semble même être dans les plans de grosses équipes comme le FC Barcelone notamment. J'ai vu quelques rumeurs par rapport à ça. J'ai vu aussi la lettre des matchs du Pays-Bas, donc un peu pour parler d'Igan Memphis Depay qui a connu un match absolument fantastique. Mais non, honnêtement, à part ça, j'ai pas vu les matchs en tant que tels. C'est sûr que c'est à des heures un peu spéciales la semaine, donc c'est pas le plus pratique, évidemment. D'accord. De ces joueurs-là, c'est sûr que tu n'as pas vu les matchs, mais de ces joueurs-là, ce que tu connais, est-ce que tu penses que, on s'entend que la plupart, bon, à part Mandanda et Thauvin, si tu regardes les autres, sont quand même assez jeunes. Donc, je vais revenir, je vais spécifier lesquels. Je parle de Radonjic, Tchaleta Tsar, Kamara, Lopez. Donc, est-ce que tu penses que ces 4 joueurs-là, qui sont quand même assez jeunes, qui ont en dessous de 22 ans, pourraient à ce moment-là percer dans leur équipe nationale, même percer un peu en Europe en étant une certaine référence? Je dirais pas, je parle pas pour Tchaleta Tsar d'être le prochain Fabio Cannavaro, mais d'être quand même un joueur défensif assez solide, qui serait capable de tenir son rang contre de grosses écuries sur un match, sur 2 matchs, sur 3 matchs. Même chose pour Lopez, même chose pour Kamara. Est-ce que pour toi, Kamara, par exemple, c'est un espoir de l'équipe de France senior? Radonjic, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que ces joueurs-là vont pouvoir passer ce cap d'être des joueurs à gros potentiel jeunes à devenir des joueurs confirmés internationaux? Bonne question. Pour Kamara, je pense que oui, c'est un très bon joueur, même si bon, ça va être compliqué malheureusement pour lui en équipe de France, parce qu'on a une brigade défensive qui est déjà plutôt jeune. Umtiti, c'est 26 ans, je pense. Varane, c'est 25. Tu as quand même Kimpembe qui est dans les plans. L'Anglais, Laporte, qui connaissent des excellentes saisons et que Didier Deschamps n'appelle pas pour une raison qui m'échappe. Donc, ça va être difficile pour lui de percer l'alignement de l'équipe de France. Mais je pense qu'il peut devenir un substitut utile, pas une star internationale, mais un substitut utile dont on n'aura pas à pâlir des matchs. Radonjic, c'est pas un joueur en lequel je crois énormément, c'est pas un joueur que j'apprécie vraiment non plus. Donc pour lui, je me garderais plus de réserve. Lopez, mon opinion va un peu avec Kamara. C'est un très bon jeune, très bon jeune joueur. Lui, à l'inverse de Radonjic, je l'aime beaucoup. Je pense qu'il va avoir des minutes en équipe de France. Ce ne sera pas un titulaire indiscutable parce que, bon, évidemment, il y a énormément de densité au milieu de terrain en équipe de France. Du côté de Tchaleta Tsar, là aussi, je pense que je vais m'accorder à ton violon. C'est un joueur qui peut tenir son poste face à des grandes écuries.
un petit peu dans le même style d'un Yerry Mina qui a fait pendant la Coupe du Monde, qui a connu des matchs assez exceptionnels. Je pense que sur une période de temps, sur quelques matchs, il peut tenir tête à un peu n'importe qui. Ouais, je pense qu'il n'y a pas de grosses futures stars dans les rangs de l'Olympique de Marseille, comme on pourrait dire qu'on voit des Ndombele à Lyon, des Aouar, qui est un Lyon qui est un peu la référence côté développement en France. Mais je pense que oui, il y a plusieurs bons internationaux qui seront, sans être des stars, des joueurs utiles. Ok, parfait. Ben, Javi, moi, je suis pas trop d'accord avec toi sur deux joueurs qui sont Camara et Lopez. Je pense que Lopez, au milieu de terrain, ceux que tu as nommés, Ndombele, Aouar, jouent pas dans le même registre. Puis je pense que Lopez, c'est quelqu'un qui joue, qui est plus en transmission. Moi, je vois un peu Lopez. Bon, c'est sûr, il n'est pas à ce niveau encore, mais je le vois un peu comme un Xavi à Barcelone, qui est plus un régista, un joueur qui va jouer en arrière, mais qui va être la première rampe de lancement des attaques de quelqu'un. Puis dépendamment de l'entraîneur en place, si jamais il joue dans un système extrêmement offensif, un joueur comme Lopez peut être à ce moment-là un titulaire indiscutable. Après, dans le système tactique choisi par Didier Deschamps, c'est sûr, je suis complètement d'accord avec toi, Maxime Lopez n'a pas sa place parce qu'il n'y a pas de place pour un joueur comme Maxime Lopez dans ce système de jeu d'habitude assez défensif de Didier Deschamps. Pour ce qui est de Camara, je pense que, en tout cas, il est suivi par de très gros clubs. Puis moi, je le vois atteindre quand même un très haut niveau. On s'entend, les joueurs que tu as appelés ont quand même 4, 5 ans, 6 ans de plus que lui. Boubacar Camara, on l'oublie, il a juste 19 ans. Hein. Il est vraiment tout jeune. Tu me dis, Umtiti a 26 ans. Oui, mais là, il y a 7 ans de différence. C'est quand même, je pense qu'à un moment donné, il va falloir lui faire de la place. Et je pense qu'à ce moment-là, il va être... Si jamais il continue à performer et il continue sur sa lancée, puis il est sérieux, puis il prend un peu de masse musculaire parce qu'il est un peu trop frêle parfois, je pense qu'il pourrait devenir quand même une grosse star. On se rappelle de Raphaël Varane quand il jouait à Lens, quand Zinedine Zidane l'a contacté, parce que c'est lui qui a fait les premiers contacts, alors que Zidane était encore avec l'équipe réserve. C'est lui qui a fait les contacts avec Raphaël Varane qui jouait à Lens. Il avait 17 ans. Puis il jouait même en milieu de terrain. Il jouait pas en défense centrale parce qu'il était encore assez frêle. Puis tout le monde disait, on comprend pas comment il va au Real. Puis on voit ce que Raphaël Varane est maintenant à 25, 26 ans, 25 ans maintenant. Donc, je pense que Boubacar Camara est à ce niveau-là. Après, tout va dépendre de sa progression. Je suis en train de dire, point de vue de potentiel, il a le potentiel pour être un titulaire indiscutable en équipe de France, mais il va falloir qu'il prouve son potentiel. En tout cas, ça, c'est mon avis par rapport à ça. Pour revenir à Tcheleta Tsar, je suis encore pas convaincu. Il a été très bon avec l'Olympique de Marseille sur les derniers matchs. Il est titulaire indiscutable de l'Olympique de Marseille, oui, version 2018-2019, ça, il n'y a pas de doute. Mais point de vue, est-ce que ce sera le prochain... j'essaie de trouver quelqu'un, Yapstam, parce que c'est celui qui se rappelle un peu plus de ce que je vois même pas, en fait. En tout cas, est-ce que ce sera un prochain rock défensif de niveau international? Je suis pas encore convaincu. J'aimerais le voir sur une saison complète. Je pense que l'année prochaine sera vraiment la saison de confirmation. Si jamais il confirme, à ce moment-là, oui. Si jamais l'Olympique de Marseille marche bien, puis lui, il est titulaire indiscutable, à ce moment-là, ça pourrait être un très bon joueur. Mais en date d'aujourd'hui, je suis complètement d'accord avec toi. C'est un joueur qui pourra, sur certains matchs, être très bon. Pour ce qui est de Radonjic, on l'a pas assez vu. Aussi simple que ça. Moi, j'attends de voir. J'ai bien aimé ces quelques rentrées. J'attends de voir pour me prononcer sur Radonjic. Je pense qu'il a besoin de temps de jeu et il en a pas eu assez à l'Olympique de Marseille. En tout cas, je pense qu'il a besoin de jouer. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter par rapport à ces joueurs-là, Jérémy?
Ouais, ben écoute, je trouve quand même que tu as des arguments qui sont tout à fait valables. C'est rendu là, évidemment, c'est une question de potentiel, de voir qui va réussir à percer, qui va réellement atteindre son potentiel qu'on lui donne, etc. Mais tu sais, pour ton point sur Camara, je voudrais apporter un peu la nuance avec un des autres très, très bons et prometteurs jeunes défenseurs centraux, qui est Matthias de Ligt de l'Ajax Amsterdam. Même Boubacar Kamara n'est pas rendu encore au niveau de Matthias de Ligt. Oui, tu as raison. Il y a énormément de potentiel. Il est capable de devenir un joueur titulaire indiscutable. Ça va dépendre de d'autres joueurs que lui, je crois. Ou alors, il va falloir qu'il parte vraiment dans un grand club. Puis on voit que c'est pas une preuve d'appel en équipe de France. Là, tu viens d'insulter l'Olympique de Marseille. Il est déjà dans un grand club. Il est dans un grand club, mais il y a plus grand au niveau européen. C'est plutôt mon point. Malheureusement, là, en date d'aujourd'hui, l'Olympique de Marseille est moins le club fort qu'il a déjà été. Oui, c'est vrai, mais sauf que je pense que l'Olympique de Marseille, s'il se qualifie 2-3 années de suite en Ligue des Champions, on n'aura plus ce débat-là. Puis je pense que l'Olympique de Marseille est passé par des moments assez compliqués dans les dernières années, qui ont fait en sorte qu'effectivement, l'aura de l'Olympique de Marseille n'est plus ce qu'elle était. On était dans un bourbier avec Vincent Labrune. Moi, je pense qu'il y a ce qu'il faut maintenant pour, un point de vue structurel, pour arriver à nos fins d'être assez souvent en Ligue des Champions, si c'est pas chaque année, au moins 2 années sur 3 ou 3 années sur 4. Je pense qu'on a ce qu'il faut. Une fois qu'on verra l'Olympique de Marseille parce qu'on disait pas ça à l'époque de Deschamps à l'Olympique de Marseille en 2010-2011 où ils avaient fait les quarts de finale de Ligue des Champions, tout le monde avait peur de l'Olympique de Marseille. Donc on s'entend que l'Olympique de Marseille reste un club, c'est sûr, en date d'aujourd'hui, n'est pas un grand club maintenant, mais il ne faut pas non plus négliger le fait que c'est un club qui a le potentiel de redevenir grand. On n'est pas en train de parler des Étoiles Rouges de Belgrade non plus, là. Non, c'est sûr. Mais tu sais, je parlais de l'Ajax tantôt. L'Ajax n'était plus un grand club depuis les années 90 et s'est remis sur le devant de la scène avec une belle campagne européenne en éliminant le Real. C'est toujours possible pour un club pour tous les clubs d'un certain niveau, dont l'OM fait partie, de remonter au niveau de super club, là, mettons, pour faire la différence entre grand et super club. Super club, là, dans les années présentes, bon, Real, Barça, Munich, Manchester City, Liverpool, bon, les grands cadors. Et tu as toute une catégorie de clubs dont on dirait que le statut est plus variable selon les performances. Donc, OM, OL, Ajax, Arsenal, ce genre de clubs-là. Donc, ouais, c'est toujours possible pour l'OM de redevenir un cadre de la compétition. On n'a qu'à penser à Lyon qui faisait peur à tout le monde dans les années 2007-2008, l'époque du Juninho, et qui, bon, maintenant, était plus une équipe potentiellement Cendrillon qu'un vrai batailleur pour la Ligue des Champions. C'est plus ça mon point. Oui, non, je suis d'accord avec toi, je comprends. C'était juste une blague, je voulais juste qu'il n'y ait pas mésentente par rapport à ça. Parfait, ben écoute, Jérémy, c'était extrêmement agréable, je pense. Je suis super content que tu nous as rejoint, que tu m'as rejoint pour cet épisode d'Infocé à Montréal. Comment on peut te rejoindre d'habitude, Jérémy, sur les médias sociaux, ou comment on fait pour te rejoindre? Ben écoute, je suis particulièrement actif sur Twitter, donc Trudel Jérémy, le Jérémy avec Y. Je suis pas mal actif sur tout ce qui concerne le foot, donc si vous êtes des fans de l'OM, de la Ligue 1, du foot en général, ça va me faire plaisir de participer et d'interagir avec vous sur Twitter. Parfait. Et puis le podcast Les 90, quand vous aurez le temps, je sais que maintenant il y a une petite pause, mais quand vous aurez le temps de le faire, c'est quand même un podcast assez intéressant sur la Ligue 1, aussi en collaboration avec le CanFC comme moi-même. J'aimerais remercier Michael Miller qui fait mon jingle en début
en début de podcast, très sympathique avec qui j'ai des collaborations sur un autre podcast aussi. Écoutez, ça va être tout pour l'épisode d'InfoCA à Montréal. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et puis à très bientôt et allez l'OM. Allez l'OM, je vais te faire plaisir.